Bienvenue aventuriers et aventurières. Nous sommes ravis de vous accueillir dans ce nouvel épisode du podcast Changer d'horizon, podcast rempli de voyages, de découvertes et d'aventures. Ici, nous sommes tous réunis par cette soif d'explorer le monde et de vivre des expériences inoubliables. Si le site pvtis.net vous partage déjà de nombreux témoignages et conseils pour une expérience unique grâce au programme Vacances Travail, on a eu envie de vous offrir des expériences de vie audio à travers ce podcast. Donc si vous cherchez une petite dose d'évasion, installez-vous confortablement et préparez vos oreilles à être transportés dans des contrées lointaines à travers le récit d'une personne qui a osé vivre pleinement l'expérience du PVT. Que vous soyez déjà familiarisé avec le concept ou curieux d'en apprendre plus, vous êtes au bon endroit. Alors let's go, l'aventure commence maintenant. Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on vous propose un voyage qui vous transportera vers des horizons professionnels inexplorés. Notre invité du jour, Clément, a osé franchir le cap de partir en PVT afin de tester des métiers qui ne semblaient pas facilement accessibles dans son pays d'origine. À plusieurs reprises, il a osé sortir de sa zone de confort pour se plonger dans de nouvelles expériences qu'il n'avait même pas imaginées avant son départ. Bien que le PVT soit souvent perçu comme une aventure temporaire, le témoignage de Clément rappelle que les voyages ne se limitent pas au paysage, mais s'étendent aussi à la découverte de soi et de nouvelles vocations. Salut à toi Clément. Salut Kelly. Clément, peux-tu me dire le mot que tu as choisi pour définir ton expérience en PVT ? Alors c'était pas facile, mais le mot que j'ai choisi, ça va être rebondissement. Rebondissement. Oula, tu nous mets un petit suspense là. Nickel, le petit teasing en début d'épisode. Clément, peux-tu revenir brièvement sur qui tu étais avant ton départ en PVT ? Donc par exemple, tu peux nous dire d'où tu viens, quelles ont été les études que tu as effectuées et qu'est-ce que tu envisageais peut-être comme métier, si tu en envisageais un en particulier. Alors moi je suis d'Ille-et-Vilaine, donc de Bretagne. J'ai grandi à côté d'une petite ville qui s'appelle Fougères. J'ai fait des études de tourisme. Alors je suis resté en France pendant mes études. D'abord à Saint-Malo, j'ai fait des études de gestion. Après ça, je me suis orienté vers le tourisme. Je savais pas du tout dans quoi m'orienter. Je voulais faire un truc fun. Donc je suis parti dans le tourisme événementiel. Je suis parti à La Rochelle. Et puis quand j'étais en master à La Rochelle, dans ma première année de master, c'est là que j'ai un peu été piqué, on va dire, au voyage. J'ai fait mon premier échange Erasmus. Donc je suis parti vivre 6 mois en Lituanie à Vilnius avec un copain. Et puis là, ça a été que de la rencontre des étudiants du monde entier. Donc là, vraiment, l'esprit s'ouvre à fond, quoi. Et puis après ça, je suis revenu faire ma dernière année de master à La Rochelle, qu'on pouvait faire en alternance ou pas. Moi, j'avais décidé de la faire en normal parce que je voulais absolument faire un stage à l'étranger. Et puis après ça, je suis parti faire mon stage donc à Barcelone pendant 6 mois. Et puis ville que j'ai adorée, donc j'y suis resté 2 ans, début 2017 jusqu'à fin 2018 à peu près. Et puis j'avais dans l'objectif de essayer de travailler, de garder un peu d'argent pour pouvoir faire un road trip après ça. Donc début 2019, le moment est arrivé, je suis parti en Amérique du Sud en sac à dos pendant un an. Donc voilà, là je commençais vraiment à avoir la bougeotte, je restais pas tranquille, il fallait que je bouge un peu partout. Et puis ouais, j'ai traversé en gros toutes les Andes, de la Patagonie jusqu'en Colombie. Et après ça, j'ai mon ancien patron j'étais encore en Argentine, mon ancien patron de Barcelone m'appelle, salut Clément, est-ce que tu veux revenir bosser? Moi, j'avais aucun plan en rentrant à la maison en Bretagne, j'ai foncé quoi, je fais carrément. Et puis donc on a fait 3 mois, malheureusement là c'était le début 2020, donc Covid est arrivé. J'ai commencé à faire mon isolement à Barcelone et je suis rentré à la maison. Gros pas en arrière quoi, je suis retourné chez papa maman, j'ai 27 ans et puis là mais qu'est-ce que je vais foutre quoi. Donc là j'ai créé ma micro-entreprise de traduction, j'ai fait plein de choses en fait. Moi j'ai adoré le Covid finalement parce que j'avais rien d'autre à faire que de faire des choses personnelles. Donc j'ai fait plein de choses dont créer la micro-entreprise et commencer à faire tous les papiers pour le Canada. On remercie tous les parents qui nous hébergent parce que du coup, c'est pratique aussi quand on n'a pas facture à payer de pouvoir tester plein de choses comme ça. Exactement. Merci papa, maman. Et là, donc du coup, tu étais en train de tester plein de choses et l'idée t'est venue de partir en PVT au Canada. Est-ce que tu te souviens comment cette idée, elle est venue parmi toutes ces idées que tu semblais avoir à ce moment-là ? Dans un coin de ma tête, j'avais toujours l'idée de partir faire un PVT. Alors, je savais pas encore en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Canada, en Amérique du Sud. Il y a beaucoup de choix. Et puis, moi, j'avais un couple d'amis qui sont de Fougères aussi, qui partaient au Canada. Mon petit frère était parti au mois de janvier 2021 faire des études au Québec aussi. Donc là, je me suis dit, bon, allez, go Canada.
Et puis moi, j'ai toujours été attiré par les sports d'extérieur, les grands espaces, la nature. Je me suis dit Canada, c'est un peu la destination parfaite pour ça. Donc j'ai commencé à faire les papiers et finalement, ça a été plus simple que prévu grâce au Covid, puisque normalement c'est sur tirage au sort. Et puis là, l'immigration canadienne nous obligeait juste à avoir une promesse d'embauche. Et donc ça s'est fait comme ça. Alors ça a pris un petit peu de temps quand même. Et puis le jour de mon anniversaire, donc le 9 juillet 2021, je mets les pieds au Canada. Waouh, quel beau cadeau. Mais du coup, que tu t'y es pris comment pour chercher un travail à distance et avoir une promesse d'embauche? J'avais aucune idée de comment faire. Et en fait, tout simplement, je suis allé sur le site de PVTist. Donc déjà, là, j'ai lu tous les articles de PVTist sur le Canada, je crois. Et puis, ils ont un onglet sur le site qui répertorie les offres d'emploi. Donc là, j'ai commencé à envoyer des offres. Alors, pour me mettre un peu dans le bain, je voulais arriver au Québec quand même. J'ai envoyé quelques CV voilà, au Québec, Montréal et alentours. Et puis, ça s'est fait très vite. J'ai fait un premier entretien, un deuxième entretien. Et puis, au bout de 2 semaines, 3 semaines, c'était bon. J'avais la promesse d'embauche. Et donc, c'était l'entreprise Utopia. Quel était le poste que tu allais occuper pour eux? Alors le poste c'était un poste de réceptionniste et puis donc Utopia c'est une entreprise de glamping, donc c'est un peu du camping de luxe, du prêt à camper. C'est une entreprise française, donc il y en a énormément en France et en Europe et ils ont commencé à s'implanter en Amérique. Donc moi en l'occurrence c'était à Sutton, donc c'est à 1h30 dans les cantons de l'Est, à 1h30 de Montréal. Et puis c'était le premier Utopia du Canada. Ils en avaient 3 ou 4, il me semble, aux États-Unis. Je suis parti là-bas et puis voilà, l'entretien, voilà, c'est super bien passé. Déjà, on voit que le monde du travail via l'entretien au Canada et en France, c'est pas du tout pareil. Ça s'est fait très rapidement. Et puis moi, voilà, donc poste de réceptionniste. En gros, c'était en pleine forêt, dans les cantons de l'Est. Ils avaient un hôtel et un énorme camping. Et puis moi, je faisais un peu de la réception à l'hôtel et au camping. Donc là, c'est drôle parce que tu étais dans l'envers du décor. D'habitude, c'était toi le touriste qui arrivait dans les, dans les campings et là, c'était toi qui réceptionnais les touristes. Exactement. Et puis franchement, je suis arrivé, donc je connaissais personne. J'arrive comme à chaque fois dans un nouveau monde, quoi. Je découvre tous les jours. J'arrive là-bas, il y a une dizaine de PVTistes qui sont là-bas. On est logés tous ensemble. Les patrons, c'est un couple de Français qui ont une trentaine d'années aussi. Et puis super ambiance. L'endroit était magnifique. Je sais pas si tu es déjà allé dans les cantons de l'Est, mais Oui, c'est magnifique, ouais. c'est super beau. En plus, quand t'arrives en juillet et qu'il fait bien beau et qu'il fait bien chaud, c'est quand même sympa. Ouais, j'ai eu ma quatorzaine en arrivant au Canada, mais j'ai commencé à travailler fin juillet jusqu'à fin octobre. Donc c'était vraiment 3 mois en pleine nature, de la rando, du kayak. Et là je plongeais dans le bain, quoi. C'est ça le Canada. Et puis c'était génial. Donc du coup, tu savais que c'était une embauche qui était temporaire? C'était un CDD saisonnier en fait. Donc je sais que j'aurais pu rester l'hiver là-bas aussi, mais j'ai envie de bouger en fait. Même si je me plais dans un endroit, j'ai trop soif de découverte et j'ai besoin de bouger, voir d'autres endroits, rencontrer d'autres gens. Et puis voilà, le Canada, je suis là 2 ans. 2 ans, ça passe très vite. Donc c'était super, mais je leur ai dit non. Puis là, j'ai commencé à postuler à d'autres jobs à Montréal. Comment tu t'y es pris pour savoir quel genre de poste t'allais postuler? Et l'endroit même d'ailleurs? Mais tout simplement par rapport à ce que j'aime. Donc moi j'avais fait des études de tourisme et donc ce qui m'intéressait c'était ça, c'était l'événementiel, c'était le tourisme, c'était le sport, le loisir. Donc je cherchais beaucoup de travail dans ce domaine et puis je savais qu'avec mes études ça aidait aussi. Après pourquoi Montréal? Ben parce que pendant les 3 mois que j'avais passé en forêt, j'avais pas de voiture. Et puis dès qu'on pouvait aller j'ai dû passer 2 week-ends en tout à Montréal et puis j'adorais y aller. Forcément, c'est un peu toujours quand t'es si longtemps en nature, t'as envie de ville. Quand t'es si longtemps en ville, t'as envie de nature. Et puis là, j'avais envie de retourner en ville. Donc, j'ai commencé à chercher des jobs sur Montréal. Et puis là, même chose, ça s'est fait très très vite. J'ai dû envoyer 2 CV, un entretien, 2 entretiens. Et en 2 semaines, c'était fait. Et là, quel était ce poste et puis quelle était l'entreprise? Alors, l'entreprise, c'était une agence de voyage. Ça s'appelait Toon Gringo. Et puis, c'était un poste de chef de projet. En fait, mon travail, c'était d'organiser des voyages sur mesure pour des entreprises de France qui venaient donc faire des congrès, des séminaires au Canada et aux États-Unis. Donc voilà, mon job, moi, c'était d'organiser de A à Z tout ce qui est transport, restauration, hôtel, activités. C'est en général des voyages à gros budget. Donc ça, c'était quand même un job qui demandait beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités. Mais à côté de ça, j'avais l'opportunité d'accompagner les groupes
ce qui m'a valu la peine de beaucoup voyager au Québec, d'accompagner des groupes, de faire des activités comme de l'hydravion, par exemple, que j'aurais jamais fait sans ce job, probablement, quoi. Et c'était une super expérience et je suis resté là-bas 1 an. Excellent, parce que ouais, j'ai l'impression que tu t'expérimentes la vie de backpacker, ça c'est ce que tu connaissais, et là maintenant tu te plonges un peu dans ce monde qu'on connaît pas trop, qui est le monde où les gens ont un petit peu plus d'argent que nous quand on est backpacker. Ouais, c'est ça, mais en fait, j'avais aussi l'objectif d'économiser un petit peu d'argent pour l'après. Donc forcément, et puis j'avais envie d'avoir une petite expérience à Montréal parce que quand tu es dans une ville qui est assez grande, finalement, y rester quelques semaines, voire 1 mois ou 2, c'est peu. Puis voilà, je voulais quand même faire l'hiver, donc je suis arrivé, j'ai fait mon premier hiver à Montréal, et puis je voulais pas partir sur un hiver, donc j'ai fait l'été aussi. Donc voilà, j'avais commencé à bosser là-bas mi-novembre jusqu'à fin octobre de l'année d'après. Et donc là, est-ce que tu avais un peu ce besoin de repartir un peu en mode voyage? Est-ce que tu avais économisé assez d'argent? Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là dans ta tête, du coup, pour avoir l'envie de quitter Montréal? Ben, c'est ça, j'avais économisé assez d'argent et puis on arrivait donc fin d'été. Je savais que je voulais partir de Montréal. Je savais pas où exactement, mais encore une fois, voilà, le PVT c'est 2 ans. Je voulais pas faire que Québec, donc là je me suis dit, je vais partir à l'Ouest. J'ai envie de voir autre chose. J'ai envie de montagne. J'avais pas envie de passer mon deuxième hiver en ville. Donc là, j'ai commencé à postuler dans des jobs dans des stations de ski en Colombie-Britannique et en Alberta. Donc toi, tu commençais à postuler depuis Montréal et t'avais jamais mis un pied encore dans l'Ouest canadien? Non, jamais. Jamais, jamais. Donc c'était voilà une nouvelle fois repartir dans l'inconnu. Et puis mais c'est ça, c'est ce qui me pousse aussi à bouger autant, quoi. C'est que j'aime ça, j'aime être un inconnu dans l'inconnu en fait, et être tout le temps découvrir des nouvelles choses, des nouvelles personnes, et puis essayer des nouvelles choses. Et puis en France, moi j'avais toujours voulu faire une saison en station, et j'avais jamais eu l'occasion. Et puis là je me suis dit je suis au Canada, je vais saisir l'opportunité de partir là-bas. Et puis il faut savoir aussi qu'à ce moment-là, je rencontre un ami qui s'appelle Baptiste, que je rencontre donc dans l'agence de voyage où je travaille à Montréal. Et lui vient d'arriver aussi en PVT. Et puis, on commence à faire connaissance autour d'un café. Et puis, très vite, on devient copains. Donc, on commence à faire des week-ends rando, des week-ends vélo. Et puis, finalement, on est partis tous les deux bosser là-bas en station en Colombie-Britannique. Donc vous avez réussi tous les deux à trouver un taf dans la même station? Ouais, on a eu de la chance. On avait vraiment aucune idée des stations de ski, laquelle était la meilleure. Donc, on a envoyé ouais, je dirais une cinquantaine de CV quand même, dans une dizaine de stations en Alberta et en Colombie-Britannique, sauf à Whistler. Parce qu'on savait qu'on avait eu des échos de Whistler, comme quoi l'hiver c'était un peu Disneyland, il y avait énormément de gens à y aller. Donc on s'est dit, bon, on postule partout sauf à Whistler. Et puis, donc je me souviens encore, on était à passer des après-midi à postuler sur les sites internet, à envoyer des CV, il faut prendre le temps de le faire. Et puis un jour, on est au travail tous les deux, donc on communique sur Teams, tu vois. Et puis là, on commence à recevoir des réponses. Et puis tous les deux, on reçoit une réponse de Sun Peaks. Sun Peaks, c'est une station qui est en Colombie-Britannique à côté de la ville de Kamloops. On fait tous les deux les entretiens et puis quelques semaines après, on apprend qu'on est tous les deux pris pour 2 postes différents mais dans la même station. Après ça, il y a tout le problème du logement qui est très compliqué en station, qui coûte très cher. Et nous, on a eu l'énorme chance d'être logés dans un logement saisonnier tous les deux. Alors, c'était très petit, dans un petit 20 mètres carrés, quoi. On se disait, ah, ça y est, on retourne, on reprend la vie d'étudiant un peu. Mais on est arrivé là-bas, c'était rigolo, quoi. C'est clair. Parce que du coup, quand vous postuliez, est-ce que vous postuliez ensemble? Est-ce que quand vous contactiez les entreprises, vous disiez, on est 2 Français et on aimerait être embauchés dans la même entreprise, ou vous faisiez ça de façon séparée? On faisait ça de façon séparée, mais on tenait, si tu veux, on était organisés quand même. On avait un petit drive qu'on s'était fait tous les deux. Et puis, donc voilà, on se tenait au courant un peu des stations qu'on avait repérées, des postes auxquels on postulait. Et puis, non, vraiment sans dire qu'on était deux. Et puis, on a été voilà, accepté par la station, par Sunpix, quoi. Mais vraiment, c'était. Alors après, pendant les entretiens, forcément, là, on a commencé à dire, vous avez probablement reçu un autre CV de Baptiste, on travaille tous les deux, on est copains, voilà, et puis on part tous les deux. Et en fait, ça a aidé aussi un petit peu. C'est chouette, et puis je trouve en plus que du coup ça peut-être ça divise aussi par 2 les recherches, parce que si toi t'as trouvé une entreprise, ben lui ça lui donne déjà un contact et vice versa. Exactement. Et puis, alors quand Baptiste avait un entretien, il parlait de moi. Quand moi j'avais un entretien, je parlais de lui. Comme quoi, on voyageait vraiment à deux. Mais vraiment, quand on envoyait les CV, on n'envoyait pas la lettre en disant on est deux, quoi.
ça a plu finalement aux stations de ski de recevoir deux petits Français qui arrivent de Montréal. Et puis c'était aussi plus facile pour eux pour le logement parce qu'on se connaissait. Donc c'est aussi un petit plus facile et moins de problèmes pour eux. Ouais, puisque quitte à être coincé dans un 20 mètres carrés, autant être avec quelqu'un que tu apprécies. Exactement. Ouais. Et puis une fois sur place, on a eu vraiment des gens qui vivaient avec des gens qui connaissaient pas et puis ça se passait pas forcément bien, quoi. Donc nous, on a eu vraiment de la chance sur ce coup. Bah, je trouve que c'est un bon conseil pour celles et ceux qui écoutent le podcast et qui peut-être envisagent justement d'aller se tester. Donc ça, je crois que ça s'appelle des staff accommodation qui sont proposés justement en Colombie-Britannique et en Alberta. Et j'en ai entendu parler aussi et c'est vrai que peut-être qu'arriver à deux, ça peut être un bon conseil. Est-ce qu'elle vous a plu cette saison dans une station de ski? C'était génial. C'était incroyable. Et en fait, on a eu énormément de chance en fait du début à la fin. C'est que donc on travaillait tous les deux dans des magasins séparés. Et puis moi, je travaillais dans un magasin de location de ski et de snowboard. Et en fait, Sunpeaks a la particularité de louer du matériel de démo. Donc c'est des skis et des snowboards de compétition, du matériel de super qualité. Et nous, en tant qu'employés, on pouvait les prendre gratuitement. Donc on avait le matos gratuit, on avait le pass gratuit. Donc on a quand même beaucoup travaillé, mais on était sur les pistes tous les 3 jours, tous les 2-3 jours à peu près. Et puis moi, j'avais jamais skié de ma vie presque. Donc on a commencé en skiant. Bah oui, je suis breton, hein, donc forcément, je suis loin des Alpes déjà. Donc ouais, j'avais skié un petit peu autour de Montréal. Mais il fait tellement froid que il y a pas beaucoup de plaisir en fait. Le plus froid qu'on a eu, c'était -40. Donc c'est quand même très froid. Alors forcément, à ce jour-là, tu vas pas skier ou faire de snowboard, t'attends un peu. Mais voilà, j'ai vraiment appris à skier. Baptiste avait un bon niveau de ski, donc c'est lui qui m'a appris un petit peu au début. Et puis après ça, on a fait 1 mois et demi de ski et puis on est passé au snowboard et là, on s'est découvert une nouvelle passion, quoi. Et donc là, est-ce que tu as eu envie de rester ou est-ce que tu as eu encore la bougette? Alors là, en fait, c'est que quand on arrivait à Sunpeaks, on avait le projet qu'on avait pensé à Montréal déjà. Et puis, on voulait partir faire un voyage aux États-Unis. On voulait faire toute la côte ouest des États-Unis. On se posait beaucoup de questions. Comment on le fait? Par quel moyen? Combien de temps? Combien il faut d'argent? On a tous les deux un peu une petite conscience écologique. Et puis, ça nous plaisait pas plus que ça de traverser, de faire le voyage en van, en voiture. Il y en a énormément qui le font. Et puis, il faut savoir que Baptiste et moi, on est quand même deux grands garçons. Baptiste, il fait presque 2 mètres. Donc, on se dit, voilà, à deux dans un van ou à deux dans une voiture, c'est pas possible. Et c'est là on a eu l'idée de le faire à vélo. Donc, l'idée nous est venue vraiment autour d'une bière, quoi, l'été 2022 à Montréal. Et puis, donc, on partait à l'ouest, à Sunpeaks, en ayant l'idée de faire toute la côte ouest des États-Unis à vélo à la fin de la saison. Mais parce que là, vous étiez dans une station de ski. Donc, du coup, vous n'étiez pas en train de pratiquer le vélo, quoi. Non, on pratiquait pas, mais par contre, on passait énormément de temps sur les ordis, à comparer des vélos, à comparer du matériel. Donc, on a commencé à travailler à Sunpeaks de mi-novembre jusqu'à mi-avril. Donc, ça fait 5 mois à peu près. Et puis là, ça a été 5 mois de préparation. Donc, d'abord d'itinéraire, achat du matériel, achat des vélos, où est-ce qu'on dort, comment on mange. Et puis voilà, donc on vivait ski et vélo sans faire de vélo en fait. Parce que là, du coup, donc on arrive au mois d'avril, donc toi, tu savais que ton PVT allait s'arrêter au mois de juillet, c'est ça? Exactement. Ok, ouais, le temps passe vite, hein, on s'en rend pas compte, mais là, quand tu nous prends étape par étape, on se dit c'est vrai que ça passe vite, hein. Oh là là, non, ça passe très très vite. Et c'est pour ça qu'il faut absolument bouger au Canada. Il y a tellement de choses à voir. Là, 2 ans, c'est passé à une vitesse folle et même moi, j'ai l'impression d'avoir rien vu du Canada finalement. Et donc là, avril, votre contrat se termine, vous avez vos vélos, vous avez votre équipement. Est-ce que tu te souviens encore de ce que tu as ressenti au moment où vous alliez faire je sais pas comment on dit, vous alliez pédaler les premiers tours, je sais même pas comment on dit en vélo, désolé. Ah ouais, je m'en souviens, mais on était plein d'euphorie, quoi. On avait travaillé tellement de semaines et de mois et comme des acharnés sur tout ce projet parce que ça demande énormément de temps, de logistique, d'achat de matériel. C'est des heures et des heures passées à comparer déjà quel vélo on va prendre, où est-ce qu'il faut l'acheter aussi, parce que nous, à Sunpeaks, on n'avait pas de voiture, donc on pouvait pas bouger. Donc, on s'est tout fait livrer à la station. Mais avant de partir, vous aviez quand même fait quelques journées en vélo, histoire de d'échauffer vos jambes, de voir s'il y avait peut-être des choses à changer sur la selle. Moi, je sais que quand je pense vélo, je pense que ça me fait mal aux fesses au bout de quelques jours.
Non, ben en fait, c'est ça qui est rigolo et quand on en parle, ça fait sourire les gens parce que on s'était pas du tout préparé. On est tous les deux sportifs de base, hein. Enfin, moi, je courais un petit peu avant, je faisais un peu de vélo, notamment pendant le Covid. Baptiste aussi. Baptiste va beaucoup faire des séances de musculation et puis voilà, on a tous les deux des conditions qui sont plutôt correctes. Mais après ça, on s'est même pas trop posé la question. On s'est dit, bah forcément, on va un peu avoir mal aux fesses quand on va commencer, mais on s'habitue, quoi. Donc ça a été quoi un peu déjà votre point de départ et votre point d'arrivée? Alors l'idée de base, c'était de partir de Vancouver jusqu'à Los Angeles. Beaucoup de gens qui nous ont posé la question pourquoi vous n'allez pas jusqu'au Mexique. Et on trouvait ça un peu dommage de finir un peu devant une frontière, en l'occurrence devant un mur, dans ce cas-là. On trouvait ça un peu triste et un peu dommage de finir là-bas. Donc on s'est dit, bon, on s'arrête à Los Angeles. Et le départ de Vancouver a été aussi très compliqué parce que nous, on était à Sun Peaks. Donc Sun Peaks, c'est à peu près 5 heures de route, 5-6 heures de route de Vancouver. On faisait livrer tout notre matériel à la station et on n'avait finalement aucune idée de comment aller à Vancouver. Donc assez tôt, finalement, on s'est dit, bon, bah, on va partir de la station, en fait. Ça va être beaucoup plus simple. Donc on est parti de Sun Peaks mi-avril. Nous, on venait de finir notre contrat le 10 et on partait le 14 avril et on partait dans la neige, en fait. Oh punaise. Parce qu'en plus là tu dis c'est à 5 heures. Vancouver c'est à 5 heures mais j'imagine en voiture. En voiture, ah ouais, ouais. On a mis un tout petit peu moins de 2 semaines pour rejoindre Vancouver à vélo. Ok, dans la neige en plus. Alors au début dans la neige, on a juste passé les 2 premiers jours dans la neige. Et après ça, c'était bon. Mais on a eu quand même, après beaucoup de pluie, des journées entières à pédaler sous l'eau, dans le froid. Donc c'est ce que je dis d'ailleurs aux gens qui me posent la question. Le vélo, c'est pas dur. C'est vraiment facile le vélo, mais par contre, dans ces conditions-là, il faut pas baisser les bras. Il faut avoir un mental quand même qui tient la route, quoi. Est-ce que tu dirais qu'être à deux justement ça aide pour s'aider mentalement quand il y en a un qui va mal, il y en a un qui aide justement à aller mieux? Ah oui, complètement. On s'est retrouvé dans des situations où moi j'étais fatigué, et puis c'est Baptiste qui me remontait le moral, ou inversement. Et puis en fait, même quand on est dans la merde, en gros, eh ben, on n'a pas le choix que d'avancer. De toute façon, on va pas s'arrêter là. On va pas s'arrêter au milieu de nulle part. Donc on n'a pas le choix, c'est pédaler, quoi. Et vous dormiez toujours en camping, du coup vous aviez une tente? Ouais, c'était l'idée aussi d'essayer de faire ça le plus possible en autonomie pour économiser l'argent, parce que déjà le vélo, donc ça coûte pas cher forcément, on n'a pas de gasoil à acheter. Mais on était parti aussi avec tout le matériel de cuisine. Donc on avait nos réchauds, nos petites casseroles, les bonbonnes de gaz, petits couteaux fourchettes. Voilà, on est parti comme ça. Et puis on a acheté de la nourriture petit à petit. Alors au début, on est parti avec beaucoup parce que forcément, entre Sun Peaks et Vancouver, bah, c'était que de la montagne et il y avait pas grand-chose à part de la forêt. Et puis après ça, on avait des tentes aussi. Donc on a acheté des tentes une place. Donc vraiment, ça fait la taille d'un corps. Et puis, pour que ce soit aussi le plus léger possible sur le vélo. Donc ça, c'est pareil, c'est des heures et des heures de recherche d'essayer de trouver le matériel le plus solide, mais le plus léger possible. Et on est quand même parti avec des vélos qui faisaient 40 kilos. Ok. Oui, puis en plus, moi, la question que je m'étais posée aussi pendant que tu parlais, c'est que quand tu voyageais à travers le Canada, j'imagine que tu prenais l'avion, tu avais des affaires avec toi. Est-ce qu'il y a des affaires que tu as dû laisser justement à Sun Peaks en te disant, bah non, ça, ce sera inutile? Alors ça, au niveau de la logistique, c'était compliqué. Déjà, quand on est parti de Montréal, on a tous les deux laissé énormément d'affaires chez des amis. On est parti vraiment avec le minimum. Donc en gros, on est parti avec un sac à dos, un gros sac à dos là-bas. Sur place, on a dû acheter forcément des affaires de ski, beaucoup de matériel pour avoir chaud, quoi. Et puis juste avant le départ, on a renvoyé via Poste Canada. Donc on a renvoyé tout un gros carton de fringues à Montréal, chez ces mêmes amis-là d'ailleurs, qui se sont retrouvés avec des cartons énormes. Mais on n'avait pas le choix, on pouvait pas tout jeter. Et puis on avait beaucoup trop d'affaires pour les emmener sur les vélos. Bon, alors après, merci maman, papa, on dit merci les amis aussi alors. Exactement. Merci les amis, merci Lucide. Voilà. Ça coûte cher en plus les envois, je crois, en Poste Canada, non? Mais pas tant, non. Nous on avait envoyé, alors on avait tous les deux un carton qui faisait à peu près, je sais pas, je dirais 60 cm, voilà, c'était un cube, quoi, 60 cm, 60 de côté, qui faisait à peu près 20 kilos, et puis on l'a envoyé donc de Kamloops jusqu'à Montréal pour 90 dollars canadiens. Ok, ouais, c'est raisonnable. Plus que correct, ouais. Et donc là, du coup, le vélo sous la pluie, ça t'a motivé, découragé? C'est pas décourageant parce que ça fait partie de l'aventure et puis on s'attendait à ça aussi. Donc on s'est dit, avant de partir, on savait qu'il allait y avoir des journées très très dures.
notamment au début avec le froid. Et puis finalement, non, il n'y a pas de découragement. Donc déjà, voilà, comme tu disais tout à l'heure, on est deux, donc forcément, on est là pour se remonter le moral quand ça va pas. Et puis on avait tout un projet derrière aussi. On avait contacté une association pour faire un fundraising. Donc on avait aussi un compte Instagram où les gens nous suivaient. Donc dans tous les cas, on pouvait pas s'arrêter. Et puis nous, on voulait aller jusqu'au bout, quoi, coûte que coûte. Ça booste. Et tu sais, on parle souvent de la pluie et du froid, mais à l'inverse, parce que là, tu allais aussi arriver dans des températures chaudes et peut-être humides en arrivant sur la côte ouest. Est-ce que, à l'inverse, tu as eu des moments où il faisait peut-être un peu trop chaud? On n'a pas eu des grosses journées de chaleur, alors, dans l'état de Washington et d'Oregon, il faisait pas très chaud parce qu'il faut savoir que nous, on longeait la côte. Moi, j'avais lu ça sur des blogs et j'y croyais pas vraiment. Et en fait, c'est vrai. C'est-à-dire que tu as tout l'air chaud qui vient des terres et l'air froid qui vient du Pacifique. Donc, en fait, sur la côte, tu as un énorme brouillard tous les matins, du moment où tu te lèves, donc 7-8 heures jusqu'à à peu près midi. Tu es dans le brouillard. C'est très humide, c'est lourd, mais c'est pas des 30 degrés, quoi. C'est l'humidité tout le temps qui est présente. Mais des journées vraiment très chaudes, en plein soleil, très sèches, ça a été plus en Californie et un peu plus au sud. Mais voilà, ça se compte sur les doigts d'une main, quoi. Et là, du coup, vous arrivez au niveau de Los Angeles. Est-ce que tu veux essayer de nous raconter l'émotion que vous avez ressentie par rapport à ça? Le contexte était différent dans le sens où quand on était en Californie, au nord de la Californie, on a rencontré un Mexicain qui voyageait aussi à vélo, qui s'appelle Diego, qui lui partait d'Alaska, qui est toujours d'ailleurs en ce moment où on parle là, il va jusqu'en Argentine. Et puis on s'est rencontrés voilà, dans un camping sur la côte en Californie. On était dans notre timing, on était un petit peu en avance. Donc on arrivait à Los Angeles le 25 juillet, je crois. Nous, on avait notre vol retour qui était le 5 août pour Montréal. Donc voilà, on avait une dizaine de jours. Et finalement, Diego nous a invités à passer quelques jours chez lui à Tijuana, au Mexique, chez sa maman. Donc nous, c'était pas du tout prévu au programme. On pensait s'arrêter à Los Angeles sans aller jusqu'à la frontière. Mais finalement, on est carrément passé de l'autre côté. Et puis on a passé vraiment, on a vécu comme des locaux chez sa maman à Tijuana pendant une petite semaine. Excellent, excellent. Bah, toi qui aimes bien l'inconnu, là, du coup, tu as eu le droit. Exactement. C'était vraiment la touche finale du voyage. On pouvait pas rêver mieux, quoi. Et là, du coup, tu as envie de faire un PVT Mexique ou pas? J'ai des idées de PVT. Alors, Mexique, je sais pas si ce serait ma destination, ma prochaine destination, mais je te disais tout à l'heure que j'avais voyagé en Amérique du Sud en 2019, et si je devais refaire un PVT en Amérique du Sud, ce serait plutôt l'Argentine. De toute façon, puisque tu viens d'avoir 30 ans, je sais qu'il vient de fêter ses 30 ans la semaine dernière. Là, maintenant, le choix, il commence à vite être limité. Attention. C'est vrai, j'ai toujours jusqu'à la veille de mes 31 ans pour postuler, hein. C'est ça, donc décide-toi vite. Si tu vas aller en faire quelques-uns. Il y a plusieurs idées qui me viennent en tête, donc peut-être la Nouvelle-Zélande ou l'Argentine, ouais, c'est vrai. Est-ce que ça va continuer dans le monde du vélo? C'était l'idée à la base, quand on pensait avec Baptiste à faire ce voyage à vélo, on avait aussi l'idée en rentrant en France de créer notre boîte. Tous les deux, on a un peu cet état d'esprit on a tous les deux 30 ans déjà, et puis on n'a plus envie de travailler pour quelqu'un d'autre, tout simplement. On a envie de travailler pour nous, et puis on a envie de travailler pour un projet qui nous tient à cœur. On a eu l'idée de créer notre boîte, notre entreprise en rentrant en France. Donc là, c'est pas fait encore parce que ça demande énormément de travail. Là, on vient de rentrer il y a une dizaine de jours tous les deux. Donc moi, je suis en Bretagne, Baptiste est de la région parisienne. Donc on s'est tous les deux dit, écoute, là, on vient de passer 9 mois H24 ensemble jour et nuit. Donc on se laisse un peu de temps. On se laisse un peu de temps avec la famille, avec les potes. Moi, là, je repars un peu en vacances dans le sud de la France et en Espagne. Et puis voilà, on s'est donné un petit créneau jusque fin septembre, octobre à peu près, où on se parle pas trop. Et puis chacun fait sa vie. Et puis on va se recontacter très vite pour relancer tout ça. Mais effectivement, on a une idée de création de boîte qui va allier le tourisme, le vélo et l'aventure un peu, quoi. Excellent. Ouais, je pense que c'est bien aussi de savoir faire des pauses parce que déjà, je pense que même sur le vélo, il y a eu beaucoup de moments. Enfin, t'étais tout le temps dans ta tête en fait toute la journée. Donc, il doit y avoir beaucoup de choses qui se passent. Ah là là, j'ai jamais pensé et réfléchi autant de ma vie. C'est des journées entières où on part à 8 heures le matin, 8-9 heures le matin, jusqu'à 19-20 heures. Et puis, bah, t'es tout seul sur ton vélo. Alors, Baptiste, lui, il avait l'habitude de mettre ses écouteurs, d'écouter des podcasts, par exemple. Et moi, soit j'écoutais de la musique, ou soit juste, je roulais, sans rien.
Et puis je réfléchissais à ma vie, au passé, au futur, aux gens que j'avais rencontrés, tout ça. Et puis tu refais le monde tout seul en fait. Et là, du coup, enfin, je sais que là, tu es dans une période de transition où tu vas te poser un peu, profiter de ton entourage. Mais si là, aujourd'hui, parce que je pense que ça pourrait être drôle si dans un an, on revient vers toi pour voir où tu en es dans ton aventure de vie. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui? Quel serait ton prochain projet et ta prochaine destination? Là, la première réponse qui te vient en tête. Ouf, c'est pas facile, hein. J'ai tellement d'idées et puis je suis quelqu'un je suis indécis parce que j'ai peur quand je prends une décision, j'ai peur de passer à côté de quelque chose. Puis alors franchement, il y a aussi l'idée de revenir faire un autre visa au Canada, visa Argentine, visa Nouvelle-Zélande, peut-être même retourner travailler en Espagne. J'avais beaucoup aimé vivre et travailler à Barcelone. Il y a aussi l'idée de rester un petit peu de temps en Bretagne avec les proches et avec mes amis d'enfance, à rattraper un peu le temps perdu. Parce que ce qui est bien aussi, c'est que on approche plus ou moins avec mes amis de la trentaine. Et après les études, on est tous partis un peu faire sa vie à droite à gauche en France, même dans le monde. Et puis petit à petit, il y en a un qui revient en Bretagne, et puis un deuxième, et puis un troisième. Et puis là, moi, je viens de revenir il y a 10 jours, et puis il y a énormément de monde qui sont revenus déjà, quoi. Donc ça fait plaisir. Si je dois te donner une réponse de qu'est-ce que je fais dans un an, j'en ai aucune idée. Ah bah c'est dommage alors. Bon, c'est pas grave. Est-ce que tu dirais que pour toi, le PVT, c'est un tremplin professionnel? Ça dépend vraiment de chacun. Ça peut être un tremplin professionnel dans le sens où on peut se découvrir une nouvelle passion. Et puis pour moi, c'est aussi, comme tu disais tout à l'heure, c'est que le PVT, c'est aussi fait pour essayer plein de nouvelles choses, que ça nous plaise ou pas. Et puis pour moi, le PVT, ça reste quand même plus voyager que travailler. Donc trouver ça peut être un tremplin professionnel. Ouais, c'est ça, oui et non en fait. Ça dépend de la vie qu'on mène en général déjà, et puis de la vie qu'on mène en PVT. Mhm. Parce que de toute façon, pour voyager, malheureusement, il va falloir travailler un peu, parce que sinon, l'argent ne tombe pas du ciel. C'est ça. Mais il y en a quand même toujours aujourd'hui qui arrivent en PVT et qui, je pense, ne travaillent pas ou travaillent un tout petit peu, mais ils viennent en PVT vraiment pour faire un road trip au Canada pendant un an et demi, sans vraiment travailler, qui ont déjà des économies derrière, quoi. Ce que je trouve intéressant dans le PVT, c'est si par exemple tu as envie d'évoluer professionnellement, mais que en anglais, voilà, t'es pas encore à l'aise à avoir des conversations ou à faire des réunions, bah justement le PVT te permet d'aller dans des territoires anglophones pour justement t'améliorer en anglais. Mais ça peut aussi être, enfin toi même si t'étais resté un peu dans le tourisme, mais tu vois tu faisais pas de ski, maintenant tu peux travailler dans une station de ski. Ça t'a quand même ouvert des portes, même si toi t'étais plus centré sur le voyage, ça t'a ouvert des portes. Que peut-être t'aurais pas testé. Ah oui, c'est ça, des nouvelles. En fait, on acquiert des nouvelles compétences dans tous les jobs qu'on fait, je pense. Donc que ce soit en France ou dans n'importe quel pays du monde. Et forcément, oui, le Canada, c'est pour ceux qui veulent améliorer leur anglais, c'est super. Mais après, c'est ça. Mais je pense que dire que le PVT, c'est un tremplin professionnel, je pense que des nouvelles expériences, on peut aussi en faire en France ou n'importe où, en fait. Mais voilà, le PVT, pour moi, c'est vraiment essayer des choses qu'on ferait pas, qu'on peut pas faire en France, quoi. Tu vois, c'est ça la nuance, je pense, parce que je suis pas certaine que ça aurait été aussi facile pour toi. Tu vois, tu disais dans ta première expérience, t'as envoyé 2 CV très rapidement, t'as trouvé un job. Je suis pas certaine qu'en Europe ce soit aussi facile. Pareil pour une station de ski, si t'as jamais eu d'expérience dans une station de ski, je sais pas si ça aurait Ah non, été mais aussi simple. t'as complètement raison dans le sens où, en fait, moi, c'est ce que j'ai aimé au Canada, c'est que ils regardent pas du tout ton background de tes études. En fait, ils s'en fichent, quoi. C'est vraiment la personne, sa personnalité qui compte. Quand Baptiste est arrivé dans l'agence de voyage où je bossais à Montréal, Baptiste, il est un ingénieur informatique à la base. Il n'avait jamais travaillé dans le tourisme et pourtant il a été recruté pour la personne qu'il est parce que l'entretien s'est bien passé, d'abord en ligne puis entretien physique. Et voilà, c'est le Canada, et c'est comme ça. Les employeurs sont beaucoup plus ouverts à prendre des risques, disons, ou embaucher des personnes qui n'ont pas forcément les diplômes ou l'expérience pour le poste, quoi. On arrive à la fin de cet épisode. Du coup, pour conclure, on pose la question à tous nos invités. Est-ce que tu peux nous raconter quelque chose que tu as expérimenté pendant cette expérience au Canada de 2 ans et qui ne te serait pas arrivé en France? Je vais te raconter la première journée, les 2 premiers jours qu'on a passé quand on est parti à vélo de Sun Peaks. Donc on part le 14 avril, donc fin de saison, les remontées sont fermées. Avec Baptiste, on fait l'état des lieux, on quitte le Staffacom, on prend nos dernières affaires et puis on monte récupérer nos vélos qui sont à la station, donc à 20 minutes à pied.
Et puis là, déjà, on arrive, on voit que toute l'équipe dans laquelle on bossait pour la station, ils se sont tous réunis pour nous dire au revoir. On pensait pas du tout à revoir tout le monde, quoi. Ils sont tous venus nous dire au revoir, les boss sont là, et puis ils sont tous super excités par notre départ, plus que nous presque. On se fait des derniers câlins, et puis hop, on s'en va. Et donc on part sur la neige. Et puis je me souviens de voir Baptiste qui part devant, et puis voilà, c'est les premières secondes, quoi, d'après tant d'organisation. C'est l'euphorie qui monte en nous et puis des criers tellement forts de joie, quoi. Et puis je vois Baptiste qui descend à fond, puis moi je le suis derrière, et puis c'est la première fois presque qu'on monte sur nos vélos autant chargés, quoi. On avait pris la décision on voulait absolument éviter les gros axes au maximum. Donc on prend la décision de prendre une petite route, donc on est quand même à 2000 mètres d'altitude. Donc là il fait chaud, je me souviens, on avait le soleil, il faisait peut-être 15-20 degrés. Et donc on pédale, on commence à arriver dans un chemin de terre, et puis très vite on est rattrapé par la neige. Donc, et puis en fait là on s'est rendu compte qu'on n'était pas du tout préparé, parce que la route qu'on avait pensé prendre, c'était une petite route de montagne qui n'était pas du tout entretenue. Donc les premières minutes, on commence à pédaler sur la neige jusqu'au moment où il y a de plus en plus de centimètres qui s'ajoutent. Et puis là, il faut descendre du vélo. Et puis on commence à pousser les vélos sur la neige parce qu'on peut pas avancer. En fait, la neige, je sais pas, il y a à peu près 20-30 centimètres de neige et puis les vélos s'enfoncent, quoi. Donc on marche sur la neige en portant les vélos qui s'enfoncent dans la neige tous les 10 mètres. On est parti à 13h ce jour-là. Et puis arrivé 17h30, donc c'est vraiment voilà, fin d'hiver, la nuit tombe très vite. Et puis là, je nous revois, on est sur une route, on est au milieu de nulle part. Baptiste, il me fait mais là, Clément, faut arrêter, là, il faut planter la tente. Dans la On neige? va pas dormir là. Ouais, dans la neige, je dis, on va pas dormir là, c'est pas possible, on continue, quoi. Donc on continue tant qu'il fait jour. Et puis, donc là, c'est bien d'être à deux aussi, de raisonner l'autre, entre guillemets. Là, il commence à faire trop noir, donc on se dit, bon, bah, ok, on s'arrête. Vraiment, sur le bord de route, on est en pleine forêt, au milieu de nulle part, on entend des bruits d'animaux un peu au loin dans la forêt. Et puis, juste avant, on a vu des pas d'ours, en fait, dans la neige. Donc, on sait qu'on est entouré de prédateurs, en gros, et qu'on n'a rien à faire là, quoi. En gros. Puis là, voilà, on commence. Alors, on était parti avec une petite pelle. Pourquoi, je ne sais plus. Mais on commence à creuser pour enlever la neige, pour pouvoir mettre la tente. Et puis, moi, je sors un couteau à commencer à couper des branches de sapin pour me faire un petit matelas au sol. On essaye de trouver l'endroit le moins pentu pour dormir, quoi. Et puis, il fait 0 degré, -5. On est habillé, on n'arrive même pas à cuisiner tellement on a froid aux mains. Et donc là, on a passé une nuit horrible. On a dû dormir 1 heure. Et puis, on avait fait un petit feu quand même. Et puis le lendemain, on se dit, bon, allez, on repart de la même façon qu'on est arrivé, donc en poussant les vélos. Et puis ça a duré 2 jours au final. On a poussé les vélos pendant presque 48 heures, jusqu'au moment où sortir de l'autre côté de la vallée, si tu veux. Et puis là, la neige s'est arrêtée, mais on a poussé les vélos pendant 48 heures. Et à aucun moment vous êtes dit, mais on va faire demi-tour là, c'est pas possible. Non, parce on était trop avancés en fait, et puis on s'est dit on va pas faire demi-tour, on va perdre trop de temps, donc on s'est dit on continue, peut-être que il faut juste faire, c'est toujours comme ça, franchement ça se trouve dans 100 mètres il y a plus de neige, et puis non, pendant 2 jours tu dis ça se trouve dans 100 mètres il y a plus de neige, et non, on pousse, et puis donc là c'est là on s'était dit en fait on n'était pas du tout préparé, quoi. Oh, ouais, bah oui, parce qu'en plus ça peut être super dangereux, justement, c'est plus dangereux d'être dans le froid que dans le chaud parce que tu peux mourir de froid en fait. Exactement, et puis en plus on n'avait pas les bons duvets parce qu'on avait des duvets assez petits pour pas que ça prenne trop de place sur le vélo. Donc moi par exemple, Baptiste avait un duvet 10 degrés, moi j'avais un duvet à 15 degrés. Donc clairement, heureusement on était parti avec nos chaussettes de ski. Chaussettes de ski, gants, bonnet, tour de cou, voilà, c'est comme ça qu'on a passé la première nuit. Et puis je me souviens même que le lendemain, quand on repart de notre campement de fortune, on voit une carcasse je sais pas si c'était un chevreuil ou une biche, une carcasse d'animal avec du sang, et il y a la tête, il y a les pattes qui sont là, il y a la Oh, tête, l'horreur. avec des pas, des gros pas dans la neige. Puis on se dit, voilà, il s'est passé ça il y a quelques jours avant, juste ici, quoi. Et là, on se dit, oh putain, on est con, quoi. Il y a un cougar qui a dû passer par là, attention, il a fait son repas. Et voilà, alors ça, c'est le genre de choses que clairement, il peut pas t'arriver ça en France, quoi. Ouais, et franchement, je suis contente que ça se soit arrivé à toi et pas à moi, parce que je suis pas sûre que j'aurais survécu cette expérience. Voilà, sur le coup, on fait pas les malins, mais finalement, c'est des bonnes histoires à raconter derrière. Exactement. Et bah écoute, merci beaucoup à toi Clément d'avoir pris la place derrière le micro de PVTiste aujourd'hui. Et puis on te souhaite plein de bonnes choses pour la suite et hâte de découvrir quelles seront tes nouvelles expériences.
je vous raconterai tout ça. Merci Kelly. Vous êtes arrivés à la fin de cet épisode et on vous en remercie, mais attendez, ne partez pas encore. Permettez-nous de vous rappeler à quel point votre soutien compte pour nous. En vous abonnant à notre chaîne de podcast, vous serez les premiers à être informés de chaque nouvel épisode qui sortira et vous ne manquerez plus jamais une minute de notre contenu. Et si vous avez aimé cet épisode, pourquoi ne pas laisser 5 étoiles et un commentaire sympa ? Vos retours nous inspirent à continuer à créer du contenu avec des pays et des sujets qui vous intéressent. Ça nous aide également à toucher de nouvelles oreilles curieuses. Vous faites partie intégrante de notre communauté, alors s'il vous plaît, prenez une minute pour vous abonner, laissez vos étoiles et écrivez-nous un commentaire. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, on se retrouve sur notre site internet pvtis.net.